Ever wonder what your lashes are destined for? The cards have spoken. Maybelline New York Mascara does it all. Whether you crave fully fan lashes with Lash Sensational, big, bold volume from the Colossal, a dramatic lift with Falsies Lash Lift, or natural-looking volume from Great Lash, your perfect lash future awaits. Manifest your best mascara today. Shop Maybelline New York and discover your lash destiny. Shop now at Walmart. Out here, it's not only the amazing views, but the way time stretches out a little longer. How laughter bellows louder among friends, and how the breeze hits just right at the summit. With All Trails, you can discover and experience the best of nature, with over 450,000 trails worldwide and navigation right at your fingertips. Find your outside with All Trails. Download the free app today and find your next outdoor adventure. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ah, ça va très bien. Et toi, Catherine, comment ça va? Ça va bien parce que aujourd'hui, j'ai très hâte d'entendre ton cas. Tu vas nous parler de l'histoire vraie, véritablement vraie de Pète et Répète, c'est ça? Oui, c'est la très vraie histoire de deux pêcheurs qui sont partis en bateau et il y en a un qui est revenu sans l'autre, donc on va probablement faire beaucoup de jokes de Pète et Répète et on ne s'excuse pas. On ne s'excuse absolument pas parce que nous, ça nous fait vraiment beaucoup rire. Non, c'est ça. Moi, j'ai déjà très hâte. Alors, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui pendant qu'on écoute l'histoire de Pète et Répète? Alors, aujourd'hui, le café dont j'aimerais vous parler, c'est un café que j'ai eu dans le Roasters Pack du mois de janvier. Encore une fois, Catherine et moi, on n'est pas commandités par le Roasters Pack, on est juste abonnés au Roasters Pack et on trouve que c'est un service vraiment très intéressant qui vous fait découvrir 3 cafés par mois. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous abonner pour diverses périodes. Vous pouvez prendre une seule boîte ou pour une année si vous voulez. Et vous pouvez choisir le type de roast qui vous intéresse. Moi, j'aime beaucoup les dark roast, donc c'est ça que je reçois dans ma boîte. Alors, le café que je vous recommande aujourd'hui, c'est le Baroida, B-A-R-O-I-D-A, je m'excuse pour la prononciation. Baroida Estate Washed du Propeller Coffee Company, qui est en Ontario. Et c'est un café qui m'a vraiment attirée quand j'ai ouvert la boîte parce que ça disait que les arômes, c'était des arômes de mangue, d'ananas et de kiwi. Et je me suis dit, c'est 3 arômes auxquels je ne m'attends absolument pas dans un café. Oui. Peut-être pour un thé de chez David's Tea, mais pas dans un café. Et c'est un café qu'on décrit comme de type bourbon, donc qui est un peu plus brun. Et je me suis dit, avant de le préparer, oh mon Dieu, mais ça va être le café le plus acide que j'aurais jamais bu de mon existence. Mais finalement, non. C'est surprenamment, franchement doux comme café. Et même, j'ai trouvé que en bouche, il y avait un côté un peu herbacé qui me rappelait un peu le thé noir. Oh. Donc, en bouche, c'est moins épais qu'un café. Je trouvais ça un peu plus léger. Et moi, je l'ai bu une seule fois à date. Dans le fond, les enveloppes que vous recevez, moi, je dirais que ça fait à peu près 4 tasses en moyenne. Je sais pas si c'est parce que je fais des petites tasses, mais moi, j'ai l'impression que 4 tasses, ce serait pas mal que ça vous donne. Donc, à date, j'ai juste bu une tasse après le souper et je trouvais que c'était un bon café de soirée, justement, parce que ça me faisait un petit peu penser à un thé, une tisane. Donc, c'est un bon café que je vous recommande. Donc, je répète, c'est le Baroida Estate Washed du Propeller Coffee. Yay! À Toronto, en Ontario. Yay! On est quasiment international. International Toronto. Alors, parle-nous de l'histoire de Pète et Répète. J'ai vraiment hâte d'apprendre la vraie histoire qui a inspiré cette chanson, cette comptine pour enfants que tout le monde connaît. Ça, c'est selon nous, par exemple. Ah non, ouais, non, c'est ça, effectivement, c'est juste une théorie. Mais aujourd'hui, tu nous parles de, c'est ça, l'histoire de 2 pêcheurs. Exactement, donc le cas dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du meurtre de Jean-Baptiste Ouellette par Eugène Poitras. Bon, le meurtre allégé, allegedly, on soupçonne que c'est Eugène Poitras qui aurait tué Jean-Baptiste Ouellette, qui était un autre pêcheur à l'époque. C'est un cas qui, je pense,
n'est pas très connu à l'extérieur de la Malbaie, ça s'est passé à la Malbaie, mais qui à la Malbaie est très connu. Parce que ça a la particularité, en fait, que à la Malbaie, il y a eu une seule pendaison et c'est Eugène Poitras, à la suite de son procès pour le meurtre de Jean-Baptiste Ouellette. Et vous allez comprendre pourquoi c'est la seule pendaison qu'il y a eu à la Malbaie à la fin du cas, parce que ça s'est très mal fini. Et aussi, si on a des gens qui nous écoutent de la région de la Malbaie, premièrement, on vous salue. Et ensuite, j'aimerais m'excuser à l'avance s'il y a des faits que je dis qui sont peut-être pas tout à fait exacts. Les journaux à l'époque, il y avait pas autant d'emphase mise sur l'exactitude, donc il y avait des informations qui changeaient beaucoup. Et au final, mes sources, c'est un patchwork d'articles qui sont parus dans des journaux comme La Patrie, Photopolis et les Archives du Québec. Oh non, pas Photopolis? Oui, Photopolis! Wow! Et voyons, un article sur les archives du Québec, sur le seul cas de la pendaison à la Malbaie. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été un petit peu mythifié aussi à travers le temps, donc il y a des choses qui changeaient un petit peu. En tout cas, c'est un petit peu particulier comme cas, j'ai vraiment fait de mon mieux. Si j'ai fait une erreur, c'est pas par manque de respect, c'est vraiment juste parce que c'est ce que j'ai lu dans un article, puis au final, je me suis fiée aux informations qui revenaient le plus souvent. Et pour, en quelque sorte, vérifier que mes informations étaient vraies, je me suis fiée au procès de Eugène Poitras qui est publié, qui est disponible à la bibliothèque de l'UQAM. C'était pas disponible à la grande bibliothèque, c'était disponible à la bibliothèque de l'UQAM, donc c'est vraiment la transcription de son procès qui a eu lieu en 1869. Tabarnouche, pas longtemps. Oui, et ce n'était pas une lecture super divertissante parce qu'il n'avait pas réécrit les questions des avocats. Oh wow! Alors, les témoignages, on aurait dit du flow of consciousness, on aurait dit des gens qui parlaient tout seuls. Okay. Alors, c'était un petit peu nonsensical par moment, mais je vous jure, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches, ça va être un cas assez court, mais qui m'a pris quand même beaucoup de recherches. Et j'espère que vous allez aimer ça. Yeah! Alors, voilà, c'est l'histoire du supposé meurtre de Jean-Baptiste Ouellette par Eugène Poitras dans la région de la Malbaie au 19e siècle. Alors, Catherine, est-ce que tu es prête? J'arrête pas de faire des gestes avec mes mains, une chance que vous pouvez pas me voir. Es-tu prête? Je vais mettre un peu de crème dans ton café. Absolument, vas-y. Mon histoire commence à Rivière-Ouelle. Aujourd'hui, c'est une municipalité régionale qui fait partie du comté de Kamouraska, dans l'est du Québec. Alors, mon histoire commence en septembre 1867. Ça fait un bail. Un petit bout. Le père du jeune Jean-Baptiste Ouellette s'inquiète. Parti au début du printemps de la même année, Jean-Baptiste, qui était alors âgé d'à peine 25 ans, devait se rendre à Gaspé pour essayer de faire un petit peu d'argent en pêchant la morue. Si Jean-Baptiste avait promis à ses parents qu'il serait de retour au début de l'automne, ses parents demeurent sans nouvelles. Malgré son jeune âge et sa carrure qu'on décrit comme étant plutôt maigre, Jean-Baptiste Ouellette, c'était un pêcheur et un navigateur d'expérience, et la situation apparaissait tout à fait anormale à son père qui a décidé d'entamer une enquête pour retrouver son fils. Il a questionné des pêcheurs qui s'arrêtaient dans la ville pour se reposer, et il a appris que la dernière fois que Jean-Baptiste avait été aperçu, il partait de Lens à Jean, qui est aujourd'hui Sainte-Anne-des-Monts, avec un dénommé Eugène Poitras, en direction de Moisy, sur la rive nord du Saint-Laurent. Les témoignages sur le motif qui ont poussé Jean-Baptiste à entreprendre un tel voyage avec Eugène Poitras, un étranger, divergent légèrement, mais une chose est sûre, c'est que Poitras avait promis à Ouellette qu'en se rendant à Moisy, il pourrait faire une belle passe d'argent. Mais là, faute de preuves, l'enquête du père de Jean-Baptiste va pas lui permettre d'en apprendre plus que ça. Par contre, c'est quelques mois plus tard, en juin 1868, donc on est presque un an plus tard, que deux pêcheurs vont faire une découverte assez macabre qui allait mettre un terme aux recherches du père de Jean-Baptiste Ouellette. Germain et Agapite Gagnon. Agapite! Agapite! Oh non, pauvre Agapite! Oh, Agapite! Agapite! Pit, Poslana et Agapite. Alors, Germain et Agapite Gagnon, deux frères et pêcheurs de loups marins. Ouh! Ils revenaient en barge de Manicouagan. Ouh! Maintenant, une barge, c'est un bateau. Une barge? Un bateau à rame. Un char et une barge? Oui, c'est juste que des fois on disait barge, puis des fois on disait berge, mais en gros c'est un bateau à rame.
assez tout simplement. Donc, la pêche avait été fructueuse pour les deux frères, et ceux-ci ont décidé de s'arrêter aux îlets de May, aujourd'hui île du May. Ça n'a pas vraiment changé. Pour la nuit, parce qu'on annonçait une grosse tempête. Pendant qu'Agapit déchargeait leur équipement, Germain s'est éloigné vers la forêt pour récupérer du bois sec qui leur permettrait de faire un feu. Par contre, c'est quand il est arrivé à l'orée du bois que Germain s'est aperçu que la terre semblait avoir été travaillée parce qu'elle n'était pas couverte de gazon. Ben louche. Donc, il y avait comme un trou. Croyant qu'il s'agissait, puis là, j'ai retranscrit le témoignage parce que j'adore cette expression. Il pensait qu'il s'agissait d'un trou de siffleux. Oh, pas un trou de siffleux? Un trou de siffleux! Ah, ben ouais, ça doit être un trou de siffleux. Ben oui, pour nos auditoristes qui ne sont pas du Québec, un siffleux, c'est une marmotte. Une marmotte. Il a appelé son frère Agapit pour qu'Agapit vienne confirmer que c'est un trou de siffleux. Donc, Agapit vient rejoindre Germain en toute hâte, mais lui, il n'est pas convaincu qu'il s'agissait d'un terrier. En poursuivant leur examen, Germain a tapoté la terre battue avec son pied. Les frères ont alors entendu un craquement sourd et une mauvaise odeur s'est répandue dans l'air. Oh wesh! Agapit déclare à son frère « Ah, c'est pas un trou de siffleux, mais je pense que c'est un cadavre qui a été enterré à la hâte. » Mon Dieu, il était très connoisseur, Agapit? Connaisseur! Avec ses mains, Germain a continué de remuer la terre et a fini par découvrir un squelette humain qui était couché sur le côté. Wesh! Voyant qu'il s'agissait bel et bien d'un cadavre humain, Agapit a ordonné à son frère de laisser le cadavre sur place et de retourner au campement. Ouais, on touche pas à ça, des cadavres, c'est sale. Touche pas à ça, de plein de bactéries. Horrifiés par la découverte macabre, les deux frères se sont empressés de partir pour Moisy tôt le lendemain matin pour informer les autorités. Dans son témoignage, Germain affirme qu'il a su tout de suite que la dépouille était celle d'une victime d'un meurtre crapuleux. Et puis là, j'ai réécrit son témoignage. Selon lui, il avait souvent découvert des cadavres. Mais c'est ça j'allais dire, il avait dit qu'il comprenait c'était quoi quand il y avait l'odeur pis tout, et donc ben louche, Germain. Ouais, je suis comme, what the fuck, Germain, il dit pas ça à la police! Je suis habituée de voir des cadavres, j'en croise souvent. J'en ai découvert plusieurs, des cadavres de crimes crapuleux. J'espère que tu sais, Germain, que le corrélateur dans toutes ces situations, c'est toi. C'est un peu louche. Germain dit qu'il est habitué de trouver des cadavres, il est pas chanceux de même, et que les cadavres qu'il découvrait d'habitude étaient accompagnés d'une marque quelconque qui indiquait qu'il s'agissait de la dépouille d'un bon chrétien. Donc, il y avait souvent une croix de fortune. Ah oui, ok. Sur la tombe pour que la tombe soit marquée et que ce soit un bon enterrement. Donc c'est ça, une croix. Mais là, cette dépouille-là, elle était dénuée de quelque marque que ce soit. Alors il savait que on avait affaire à un homme qui avait été enterré à la suite d'un méfait quelconque. Une fois arrivé à Moisy, c'est au commandant Têtu que les frères Gagnon ont confié leur découverte. Wow. Le commandant Têtu, je suis comme, oh mon Dieu, ça a l'air d'un cartoon des années 60 à Radio-Canada. Oui, c'est un bon nom. Le commandant Têtu avait déjà été mis au fait de la disparition de Jean-Baptiste Ouellette. Alors, il avait des doutes sur l'identité de la victime qui avait été trouvée par les frères Gagnon. En août 1868, le commandant Têtu s'est mis en route pour les îlets de May avec Germain Gagnon et Majoric Côté, le grand connétable de la région de Rimouski. Oui, le connétable! Ok, parce que j'ai fait des recherches puis j'étais pas trop sûre c'était quoi un connétable. C'est comme... En gros, son rôle, c'était assurer l'ordre public et arrêter et détenir les inculpés qui troublaient la paix. Oui, c'est comme un shérif. C'est le constable en français. C'est ça que je me suis dit, c'est comme un constable, mais là, c'est un connétable. C'est ça. Ben, c'est comme les mots. Il y a beaucoup de mots en anglais qu'en français, l'équivalent, il y a juste un E accent aigu à la place du S. C'est comme un school puis école. Oui. Ouais, c'est ça. Que c'est le connétable. Il y avait ça dans le cas de Mary Gallagher, c'est pour ça. Ah, mais Majoric Côté, en plus, je pense que c'est un personnage assez connu pour Rimouski parce que si on écrit Majoric Côté dans Google, ça nous donne des résultats. Attends, on va voir ça. Mais je pensais que Majoric, c'était un nom de femme. Tu m'apprends quelque chose, déjà? Non, c'était un homme, puis je pense que sa maison, à Majoric Côté, c'est considéré comme une demeure du patrimoine au Canada. Wow! Alors, je pense que c'est une personne connue, mais là, les gens de la Malbaie, si jamais j'ai pas raison, c'est pas par manque de respect, c'est juste que j'ai cru comprendre dans mes recherches.
Hein, t'as raison! Majorique Côté. La maison Majorique Côté. Voilà. Wow! Une fois arrivé sur place, le commandant Têtu a pu identifier la dépouille de Jean-Baptiste Ouellette grâce aux vêtements que celui-ci portait, soit une chemise de flanelle à carreaux rouges et noirs, une cravate noire et des culottes de toile noires. Oh non! Sachant que la dernière personne à avoir vu Jean-Baptiste Ouellette, c'était le fameux Eugène Poitras, Majorique Côté a aussitôt procédé à l'arrestation de François Poitras. Ok. Whoops. Whoops. Whoopsie. Whoopsie-do. On y a fait une faute. Mais partial credit à Majorique Côté, parce que François Poitras, c'était le beau-frère d'Eugène Poitras. Ah, bon, mais il était proche quand même. Donc, ils se connaissaient. Ouais. François Poitras, il a pu confirmer que pendant qu'il était en chemin pour le Mont-Saint-Louis avec sa femme, il s'était arrêté chez Eugène Poitras pendant qu'Eugène Poitras se préparait à partir pour Moisy avec Jean-Baptiste Ouellette. Selon François, Eugène affirmait qu'un bateau avait fait naufrage à Moisy et qu'il pourrait faire une bonne passe d'argent en pillant l'épave. Ah, c'est ça que ça allait faire, ah! Hein? Il s'en allait voler des bateaux. Oui, c'est des apprentis Vincent Lacroix. Comme la petite sirène. Oh. François Poitras a aussi pu confirmer que les vêtements qui ont été retrouvés sur le cadavre aux îlets de Mai, c'étaient ceux portés par Ouellette au moment de son départ avec Eugène Poitras. En fait, celui-ci a même rapporté qu'en croisant Eugène Poitras à la suite du voyage qu'il avait entrepris avec Ouellette, Eugène Poitras lui avait déclaré que, et là j'ai juste retranscrit, Eugène Poitras lui a dit « Si je me claire de cette affaire-là, m'a te sacré une pataraffe qui m'a te collé au doigt et on va rire sur ce cadavre-là. » Quoi? Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas, j'ai cherché tous les mots, pis ils vont pas ensemble. Pataraffe. Pataraffe. M'a te sacré une pataraffe? Pataraffe, ça veut dire une écriture difficile à lire. Donc, je sais pas de quoi on parle. Non plus. Mais je l'ai retranscrit, et si vous savez ce que ça veut dire, écrivez-nous. Un peu de crime@gmail.com. Mais moi, ma question, c'est le coup d'étable, là. Oui, Majorique Côté. Majorique Côté. Mais la famille de Jean-Baptiste Ouellette le cherchait. T'sais, on sait que son père le cherchait. Mais ils ont pas pensé à aller demander à la dernière personne avec qui il était parti en bateau? Ben, c'est qu'il y avait pas de preuves. Ah, ok, mais comme il savait qu'il était parti avec Eugène Poitras. Ouais, mais il y avait comme pas de preuves. C'est qu'en fait, je pense que le père de Jean-Baptiste Ouellette en tant que tel s'était pas rendu au commandant Têtu. Ouais, non. Fait que le commandant Têtu avait juste eu une dépêche comme quoi une personne avait disparu. C'est comme la GRC, c'est pas tout le monde qui peut appeler là. C'est ça, faut être une personne spéciale. Oui, c'est ça. Puis en plus, Eugène Poitras, il y avait une pataraffe, fait que c'était comme pas clair qu'est-ce qu'il écrivait. Oui, il y avait une pataraffe qui lui collait au doigt. Il y avait une pataraffe qui lui collait au doigt, puis c'était pas trop clair comme son témoignage, fait que probablement qu'il l'avait écarté. Je comprends tout ça. De retour à l'histoire. De retour à l'histoire, François Poitras a donc été relâché et c'est Eugène Poitras qui a été arrêté à sa place et incarcéré à Rimouski. Switcheroo, on a changé de Poitras. Mais je comprends pas. François Poitras est le beau-frère d'Eugène Poitras, mais ils ont le même nom de famille. Mais je pense c'est comme il y a beaucoup de côtés, il y a beaucoup de Ouellette. Ah, ok, il y avait beaucoup de Poitras dans ce coin-là. Okay. Depuis tantôt que je me demandais avec qui pouvait pas se permettre de marier pour aussi s'appeler Poitras. À moins qu'il ait pris le nom de sa femme, puis sa femme s'appelait Poitras. Et le mariage homosexuel ne devait pas être légal à l'époque. non, absolument pas. Mais les témoignages, ils changeaient. Fait que des fois, ça disait que François Poitras, c'était comme le cousin d'Eugène Poitras. Ça changeait vraiment beaucoup. Fait que c'est pour ça que je m'excuse auprès des auditoristes qui en sauraient peut-être un peu plus que moi. Les articles différaient vraiment, surtout pour les liens entre les personnages. Donc, je suis vraiment désolée s'il y a des choses qui ne sont pas exactes. C'est pas un manque de respect, c'est vraiment juste les articles que j'ai trouvés, c'est les informations que j'ai trouvées. C'est vraiment pas parce qu'on veut rire de la Malbaie ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on a trouvé, puis on fait ce qu'on peut avec. On rit pas de la Malbaie, on rit de tout le monde, y compris de nous-mêmes. On est très démocrates. Oui. On est des démocrates, on est des socialistes. On est des socialistes et on rit de tout le monde égal. Voilà. Exactement. Mais là, c'était qui Eugène Poitras? Ouais, c'était qui? Il était-tu beau? Il avait-tu de l'argent? Il devait pas avoir d'argent s'il s'en allait piller un bateau. Il devait clairement pas être riche. Je pense pas qu'il y avait beaucoup d'argent. C'était beau. Mais écoute, juste pour funsies, on peut dire qu'il est joué par Éric Bruno. Oh wow! On aime donc ça, de ramener des comédiens dans nos épisodes. Puis je pense que les gens comprennent jamais pourquoi. C'est juste parce qu'on est des enfants de la télé, comme l'émission avec Véronique. C'est ça. Puis on est deux personnes très visuelles. On aime bien se dire à qui ressemble en fait. Ben oui, moi quand je lis un livre, j'ai toujours des gens qui jouent les personnages dans ma tête, sinon je m'en rappelle pas c'est qui. C'est ça. Puis, mais selon moi, Eugène Poitras, il a de l'air un peu plus rough and tough. Fait que ça serait peut-être plus Antoine Bertrand. Oh yes! Cool, il est bon Antoine Bertrand. Ok, rough and tough,
Rough and tough Eugène Poitras! Yeah! Fait que Jean-Baptiste Ouellette, ça pourrait être genre Éric Bruno. Ah, ok, parfait. Mais là, selon un article de Hervé Lépine, paru dans le journal La Patrie, oui, dimanche 1er janvier 1961, La Patrie, qui est un journal qui avait été fondé par Honoré Beaugrand. Il me semble que oui. Oui, Honoré Beaugrand, qui a déjà écrit un magnifique article sur les femmes qui travaillent, c'était la fin de la civilisation. Je n'aime pas Honoré Beaugrand, même s'il a bâti un métro, on l'aime pas. Non, pis c'est pas tant une belle station de métro non plus, hein, on va se dire. Selon un article de Hervé Lépine, paru dans le journal La Patrie, Eugène Poitras était, je cite, un pauvre type de peu d'intelligence et surtout de piètre éducation. Ouch! Il était de stature... Ouais, j'étais comme, dans ce temps-là, on n'avait pas peur du slender. Non, on dirait pas. Il était de stature élevée, il n'était pas gras, mais osseux. Sa figure était toujours agitée par des spasmes nerveux. Voyons. Son regard était souvent fixe et présentait des yeux hagards, le tout orné de rides profondes et percé d'une bouche démesurément grande. Qu'est-ce que c'est cette description-là? Un front bas et fuyant ne donnait rien de noble à cette figure peu attirante. Il était charpentier de son métier. Il était marié et père d'un garçon et d'une fille. Ça fait donc bien peur comme description de personne, j'aime pas ça. Mais moi, j'aimerais surtout comprendre où est-ce qu'il y a eu cette description physique, parce que l'article est paru en 1961, puis le cas est en 1860 quelques, puis j'en ai pas vu des photos d'Eugène Poitras. Fait que c'était un article random sur Eugène Poitras. C'était pas sûr. C'était juste un diss track sur Eugène Poitras. Aucune raison, c'est pas parce qu'il avait tué quelqu'un. Aucune raison. Il était juste comme « Mange la chenille! T'es mort, tu peux pas me poursuivre pour Slender! Ha 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 ha! Je m'appelle Hervé Lépine. » Mais il était pas mort encore? Oui. Ok! Le cas, il est en 1867, okay. Puis là, on est en 1961 quand excuse-moi, l'article paraît. Je t'avais dit 1861, c'était comme si c'était avant le meurtre. Ok, non. C'est juste un random district. Il est peut-être meilleur pour fouiller des archives que nous autres. C'est peut-être ça l'affaire. Mais là, la première incarcération de Eugène Poitras a été plutôt courte parce qu'on manquait de preuves. Okay. Mais il a été arrêté une nouvelle fois au terme de l'enquête du coroner de la région sur le cadavre de Jean-Baptiste Ouellette. Cette fois-ci, Eugène Poitras a été transféré à la prison de la Malbaie pour y subir un procès devant jury. Nice! Là, une chose intéressante à savoir à propos du procès d'Eugène Poitras, c'est que toutes les preuves qui ont été réunies contre Eugène Poitras, elles sont circonstancielles. Oui. Donc, il n'y a aucune preuve tangible, il n'y a personne qui l'a vu attaquer Jean-Baptiste Ouellette. C'est vraiment juste des concours de circonstances par-dessus concours de circonstances par-dessus concours de circonstances. Ouais. Et là, l'avocat de la couronne, Gédéon Ouimet, va affirmer dans son opening statement que les preuves circonstancielles, parfois, peuvent être plus convaincantes que les preuves directes. Après tout, la preuve directe n'est établie que sur le témoignage de 2 ou 3 personnes qui sont parfois guidées par la haine, la vengeance ou l'intérêt de cacher un crime qu'elles auraient peut-être elles-mêmes commis. Oui, on va dire. Pour sa part, la preuve de circonstance est basée sur plusieurs faits affirmés chacun par des personnes différentes. Okay. Alors, c'était le témoignage de Gédéon Ouimet que je vous ai retranscrit. Selon moi, c'est pas une bonne idée, parce que les gens peuvent avoir vu la mauvaise chose, peuvent se tromper. Donc, selon moi, pas de preuve tangible, c'est un petit peu intense pour condamner quelqu'un. Mais en même temps, c'est 1860, quelque chose. Fait que, empreinte digitale pas tant, ADN 0, balistique même pas tant développé encore. Puis anyway, il est pas mort par balle, fait que c'était même pas une question de balistique. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, juste pour le dire de même, là, les preuves circonstancielles, c'est ça qui a fait qu'il y a quelqu'un qui est mort à Rock Forest quand il y a eu la descente au motel Châtillon. Et c'est pas super cool, les preuves circonstancielles, ça peut pas tout dire. Exactement. Il y a une certaine marge d'erreur quand on se fie seulement sur des preuves circonstancielles. Alors, on s'en souvient si vous l'avez pas écouté encore, notre épisode de Rock Forest disponible sur toutes nos plateformes, et selon moi, un excellent épisode qui vaut définitivement la peine d'être écouté. Merci. Vous pouvez mettre celui-ci sur pause et revenir tantôt. Ça nous dérange pas, on le saura même pas. Ce qu'on ne sait pas ne peut pas nous faire de mal. Je vous jure qu'on n'est pas assise dans une branche à côté de chez vous présentement. Non. Ok, fait que là, procès, ça regarde pas bien, là, pour Eugène Poitras. Ça regarde pas bien. Okay. Donc, on va regarder certaines de ces preuves qui ont été réunies contre Monsieur Eugène Poitras. Ils sont partis en bateau ensemble. Ils sont partis en bateau, puis il y en a un qui est pas revenu. Pète et répète. Pète et répète.
Voilà. Débutant le 14 juin 1869 et présidé par le juge David Roy, le procès s'est déroulé sur une période de 10 jours où vont s'enchaîner les témoignages de 24 témoins. Ouais. Parmi eux, on retrouve en plus de Germain Gagnon, François Poitras et Marguerite Côté. Malheureusement, le commandant Tétu était décédé au moment du procès. Oh non, le commandant Tétu! Malheureusement. Mais au moins, il y a encore le coup nitable. On a encore le coup nitable. Au moins. Mais sinon, on va aussi retrouver Léo Caddy et Arthur Poitras, les enfants d'Eugène Poitras. Ever wonder what your lashes are destined for? The cards have spoken. Maybelline New York Mascara does it all. Whether you crave fully fan lashes with Lash Sensational, big, bold volume from the Colossal, a dramatic lift with Falsies Lash Lift, or natural-looking volume from Great Lash, your perfect lash future awaits. Manifest your best mascara today. Shop Maybelline New York and discover your lash destiny. Shop now at Walmart. Oh non! Qui me met profondément mal à l'aise. Ouais. Au fil des jours, les preuves s'accumulent contre Eugène Poitras et permettent de se faire une idée de ce qui s'est peut-être passé pendant le fameux voyage entre Bro vers Moisy. On appelle tout d'abord à la barre Alfred Achille Hamel. Allô? Quel beau nom, qui commence juste par des A. Alfred H est là, mais... Oh, Alfred Achille Hamel, arpenteur. Oh mon Dieu, non. Il était arpenteur. Non, ok. Et il avait accompagné le coroner quand a été rapatriée la dépouille de Jean-Baptiste Ouellette aux Îlets de Mai. Connaisseur de la région, il a affirmé que le corps avait été disposé à un endroit de l'île qui était très peu fréquenté par les voyageurs. Donc, ça suggérait que la mort de Ouellette n'était pas accidentelle et que sa dépouille avait été placée à un endroit stratégique pour qu'on ne la retrouve pas. Ah, délibérément, ok. Exactement, parce que c'était pas un endroit où les bateaux accostaient d'habitude et c'était loin de la maison la plus proche. Ensuite, c'est un marchand du nom de Théodore Lamontagne qui a livré un témoignage pas mal incriminant contre Eugène Poitras. Celui-ci a déclaré qu'à l'automne 1867, Poitras s'était procuré pour 6 à 7 piastres de marchandises dans son magasin et qu'il avait payé comptant. Mais c'est beaucoup, ça! Chose qu'il ne faisait jamais. À l'époque, c'était beaucoup. C'est beaucoup pour cette époque-là, c'est ça? Et il ne payait jamais comptant, et là, il le fait. Ta-ta-ta! Ouais, non, 2 plus 2, là. C'est vraiment ça. Hey, 2 plus 2. Oh yes. D'habitude, il achetait à crédit ou il faisait mettre les marchandises sur le compte de son employeur. Nice. Lamontagne déclare également avoir reçu une lettre signée de Jean-Baptiste Ouellette, navigateur, datée du 12 juin 1868 en provenance du mont Saint-Louis. Ok. À l'époque, quand il a reçu la lettre, Lamontagne n'avait jamais entendu parler de Ouellette ou de sa disparition. Par contre, Lamontagne, il n'a pas vu le messager qui lui a apporté la dite lettre, et le même jour, Poitras est venu se procurer de la marchandise à son magasin. Mais elle contenait quoi, la lettre? C'est quoi rapport? C'était juste une lettre. Probablement que c'était le magasin général, fait que c'était aussi la poste. Ah! Probablement. C'est ce que j'ai cru comprendre de son témoignage. Puis là, ce jour-là, Poitras est venu se procurer de la marchandise chez Monsieur Lamontagne. Alors, il a pu constater les similitudes entre l'écriture de Poitras à cause du registre qu'il devait signer. Oh non! Oh, ça, c'est de la bonne preuve circonstancielle. Lamontagne s'est par contre dit que peut-être que Ouellette était analphabète et qu'il avait demandé à Poitras d'écrire une lettre pour lui. Ah, peut-être. Ce qui est une chose qui arrivait souvent à l'époque. Il y avait des gens qui étaient analphabètes, alors ils payaient quelqu'un d'autre pour écrire à leur place. C'était quelque chose qui arrivait. Yeah! Quelques jours plus tard, Lamontagne a reçu à son magasin un homme qui revenait du Mont-Saint-Louis. Alors, il en a profité pour lui demander s'il avait déjà entendu parler d'un certain Jean-Baptiste Ouellette. Et l'homme lui a dit que non, il n'a jamais croisé quelqu'un qui portait ce nom-là au Mont-Saint-Louis. Yeah. Ça, c'est une moyenne bonne preuve. Exactement. Ouais. Ensuite, on a fait venir Joseph Dugas, un cousin d'Eugène Poitras. Bon. Le 26 septembre 1867, Joseph Dugas quittait pour Caille-Rouge, sur la rive nord du Saint-Laurent. C'était le même jour qu'Eugène Poitras quittait L'Anse-à-Jean pour Moisy avec Jean-Baptiste Ouellette. Et ils ont suivi à peu près la même route. Selon Joseph Dugas, les conditions de navigation n'étaient pas tout à fait optimales ce jour-là. Il y avait de la brume qui était suspendue dans l'air, l'eau était assez agitée et il y avait une tempête qui semblait s'annoncer. Vers les 11 heures du soir, Joseph a entendu des cris et des bruits qui ont fait penser à une bataille d'animaux. Oh non! Cependant, parmi les cris qu'il a entendus, il a cru entendre un « Allô! Allô! » Allô! Ah, comme allô, pas allô. Non, allô, allô. Bonjour, bonjour! Qu'est-ce qui se passe sur l'autre bateau? Wow. Il a tenté de crier un allô en retour, mais il n'a reçu aucune réponse.
C'est pète pis répète. C'est pète pis répète. Ah oui, Pète, oui. t'es-tu correct? Répète! Répète! Puis là, c'était infini, pis c'était du vaudeville sur l'eau. Oui! Puis il était comme, oh, ça doit être fun. Ça me répond à l'infini. Oh wow! L'humour au Québec. Mais là, à cause de la brume épaisse, Joseph Dugas, il a pas pu en voir plus, alors il a décidé de poursuivre sa route en assumant que c'était tout simplement des animaux qui se battaient. Le lendemain, il a croisé Eugène Poitras seul au Caille Rouge. Il a demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Eugène Poitras lui a répondu C'est ça! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais! Va travailler. Eugène Poitras lui a répondu qu'il était parti vers le nord pour mener un homme à Moisy, mais qu'il ne s'était pas rendu à Moisy parce que l'homme avait décidé de s'arrêter aux îlets de Mai pour se faire engager comme journalier. Donc un travailleur autonome. Poitras s'est déclaré embêté par la chose parce qu'il aurait vraiment aimé ça se rendre à Moisy pour visiter son frère qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Et c'est là que Dugas lui a révélé qu'il avait suivi une route similaire la veille et lui a demandé si lui aussi avait entendu des cris aux alentours de 11h du soir. Poitras a affirmé que c'était bien son compagnon de voyage Jean-Baptiste Ouellette qui avait crié, mais seulement parce qu'il lui racontait une histoire en y mettant beaucoup d'énergie. Oh wow, ok, comptait les jokes! C'était tout un comédien. Il m'a raconté l'histoire de Pète pis répète là-dessus, t'as déjà entendu? C'est une histoire folle! C'est une histoire Ah oui, incroyable! attends, je vais te la raconter. Sceptique, Dugas lui a dit que les cris lui avaient semblé plus paniqués, violents. Allô? Mais c'est violent ce qui est arrivé à perdre. C'est très violent. Très violent. Tomber dans l'eau, puis là, qui est-ce qui reste? Répète. Là, tu fais la joke à l'infini. Puis là, ben, t'es tanné de faire la joke à l'infini. Fait que tu dis, arrête, j'ai compris, c'est assez. Arrête, je vais aller me coucher, là. Arrête de me parler. Arrête de répéter, tu gosses. Ouais. Alors, Eugène Poitras lui a répondu que Ouellette était angoissé par la tempête qui s'annonçait et qu'une dispute a éclaté entre eux parce que Ouellette exigeait qu'ils accostent pour la nuit. Question d'attendre que la tempête se dissipe. Mais là, Poitras, il ne voulait pas perdre de temps. Alors, il aurait tout simplement déposé Ouellette aux îlets de Mai et il aurait poursuivi sa route seul. Pendant son témoignage, Joseph Dugas a affirmé que Poitras avait un visage étrange et préoccupé tout au long de leur conversation. On l'a appris tantôt, il y a des rides profondes, puis les yeux fixes, puis la face agitée de spasme. Il a toute une méchante face, le monsieur. Autre fait intéressant révélé par Dugas au cours de son témoignage, c'est que Dugas aurait été présent quand Eugène Poitras s'est fait arrêter pour la 2e fois, et Eugène Poitras lui aurait dit au moment où on l'amenait qu'il lui a crié « C'est à toi de me clairer ». Ok. Si seulement on comprenait qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots-là. Hein? Avec les patarafes. Mais clairer, selon moi, c'est comme in the clear, fait que genre, témoigne que non, c'est pas moi, ou... Ouais, déclarer mon nom. Ça va être à toi de me clairer. Ah, ok, je comprends. Donc c'est ce qui a été révélé. Oh non. Mais là, c'est le témoignage de la fille d'Eugène Poitras, Léocadie Poitras. Quand tu l'avais dit tantôt, je pensais que c'était quelqu'un qui s'appelait Léo, pis son nom de famille c'était Caddy, puis je comprenais pas pourquoi c'était la fille. Elle s'appelle Léocadie. Yep. Ok. J'avoue que c'est pas un nom que j'avais déjà entendu. Donc, Léocadie Poitras, son témoignage va nous donner une meilleure idée de ce qui aurait pu se passer. Arrêté à L'Anse-à-Jean pour se reposer avant d'entreprendre son voyage de retour vers Rivière-Ouelle, Jean-Baptiste Ouellette était resté quelques jours au domicile des Poitras. Ouellette, il n'avait pas fait beaucoup d'argent en pêchant cet été-là, mais il était parvenu à compenser en transportant des voyageurs américains à bord de sa barge. Oh! En échange de... No toaster. Exactement. En échange de 1 piastre par personne. C'est bon, ça? C'est un bon deal, Il avait avec lui une malle contenant des habits, un fusil de chasse, une bible, des chaussettes de laine, du tissu et des bottes neuves. C'est toutes des essentiels. C'est quand même... il voyageait pas léger, Jean-Baptiste Ouellette. Selon Léocadie, tout au long du séjour de Ouellette, Poitras a essayé de le convaincre de l'accompagner à Rivière-au-Castor pour voir une mine d'or. Il a l'air un peu sketch, Jean Poitras, là. Ouais, il a de l'air de... Ok. Il a de l'air de quelqu'un qui a toujours des plans un peu weird. L'air des plans un peu bizarres, oui. Viens-t'en, on va aller voir une mine. Viens-t'en, mets-toi en dessous de cette encre que j'ai mis en équilibre contre une porte. Ouais, t'attends-tu d'aller voir là-bas? Il y a comme un... Ouais, va dans... une mine. Va là où ces personnes te voient, là. Peux-tu tenir ce couteau? Peux-tu bien mettre tes empreintes digitales sur ce couteau, s'il te plaît? Merci! Ouellette a refusé d'accompagner Poitras à la mine d'or parce qu'il lui a dit que, de toute façon, 2 hommes, tout seuls, pourraient pas voler grand-chose dans une mine d'or. Ouais, pis il a dit qu'il s'en foutait.
Puis je m'en... m'intéresse pas. On me signale que c'est quelque chose dont je me calais. Non. Oui. Poitras aurait alors changé de tactique et a offert à Ouellette de plutôt se rendre à Moisy pour dérober un coffre-fort. Fait que c'est ça qu'il s'en allait faire, peut-être. Ouais, peut-être. Ok. Apparemment. Selon lui, la tâche serait aisée parce que le coffre-fort était à l'abandon. Ouellette était hésitant parce qu'avec l'approche du froid, le voyage de retour à Rivière-Ouelle à bord de sa vieille barge s'annonçait pas mal compliqué. Oui, puis parce que c'est un plan un peu niaiseux d'aller voler un coffre-fort. C'est le fun qui est à l'abandon, mais comment tu fais pour l'ouvrir? Ouais, t'as-tu la combinaison? T'as-tu écrit la combinaison en quelque part dans ton s'il est à l'abandon, il est peut-être vide, même temps. En tout cas, ça sonne comme beaucoup de travail pour pas beaucoup de récompense. Pour le convaincre, Poitras a promis à Ouellette de lui remettre la moitié du contenu du coffre-fort, en imaginant qu'il y a quelque chose dans le coffre-fort, et une de ses propres barges flambant neuves. Et Ouellette... Sweet ride! Oui, un nouveau bateau. Ouellette a fini par accepter et les deux hommes sont partis pour le nord. Quand son père est revenu, il était accompagné d'un autre jeune homme du nom de Wilbrod Tremblay. Fait que Eugène, il se ramassait des petits gars. Il avait bien des chums. Ouais, il était un aimant à homme. Mais il n'y avait aucune trace de Jean-Baptiste Ouellette. Une fois Wilbrod... C'est donc dommage. C'est donc dommage. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Baptiste Ouellette. Dans sa barge. Mais, on a completely unrelated note, j'ai une paire de bottes neuves. Il y a aussi une bible. Check ça, c'est des sorelles. Une fois Wilbrod parti, Eugène Poitras est allé chercher une cuve dans laquelle il a placé des effets que Léo Caddy a identifiés comme ayant autrefois appartenu à Jean-Baptiste Ouellette. Et là, il a interdit à ses enfants de toucher ou d'observer le contenu de la cuve. Il y en a des affaires Léo Caddy, pareil. Ouais, elle avait des yeux tout le tour de la tête. Poitras a rempli la cuve d'eau et a ordonné à ses enfants de se poster aux fenêtres de la maison et de l'avertir si quelqu'un s'approchait. Pas sketch pour 2 cents. Non. Poitras a laissé son butin tremper pendant 3 jours et a dit que ses enfants que si quelqu'un venait les questionner, d'affirmer que les effets avaient été légués par des voyageurs américains. Okay. Pour justifier le nouvel argent qu'il avait en sa possession, Poitras a expliqué à ses enfants que Ouellette lui avait offert une avance pour que celui-ci lui confectionne une nouvelle barge. Parce qu'après tout, Poitras était charpentier de métier. Oui. Donc ça fait du sens, par exemple. Il pouvait construire des barges. Oui, 10 sur 10, 10 sur 10. Mais le témoignage qui a été jugé comme le plus pertinent par le juge David Roy, ça a été celui d'un dénommé Joseph Maloney. Oh, comme Post Malone. On va éviter. Monsieur Maloney. Qui, si j'ai bien compris, était un proche parent de la femme de Poitras. Je pense le beau-frère de la femme d'Eugène Poitras. Et aussi un ancêtre de Post Malone. Exactement. Oui. Il a affirmé qu'au moment de son retour de Moisy, non seulement Eugène Poitras était seul, il était vêtu des habits que portait Jean-Baptiste Ouellette au moment de leur départ. Ça, c'est compromettant, ça. Mais là, il y a une question fondamentale que j'aimerais poser. Comment Eugène Poitras, que si on se fait au témoignage de l'époque, mesurait 6 pieds et 1 pouce et qui était assez costaud, aurait-il pu enfiler les vêtements de Jean-Baptiste Ouellette, un homme plutôt fluet qui mesurait 5 pieds 5 pouces? Donc, il n'y avait pas de skinny jeans à l'époque. Oui, des jogging. Mais je pense pas que la chemise de Jean-Baptiste Ouellette aurait pu faire à Eugène Poitras. Ou son manteau, ou ses pantalons, ou rien, là. Sauf s'il voulait la porter ouverte pour montrer son chest viril. Ouais, c'est un petit peu louche. Puis aussi, pourquoi est-ce qu'il se serait affiché ouvertement avec les vêtements de sa victime? Ça serait particulièrement incriminant. Puis dans le rapport de cour, il y a personne qui a jugé que c'était utile de poser des questions à Maloney là-dessus. Ouais. Puis aussi, ce que je comprends pas, c'est que les gens disent qu'ils ont trouvé Jean-Baptiste Ouellette avec une chemise, une cravate, puis des culottes. Puis là, ce monsieur-là dit que Eugène Poitras est arrivé avec la chemise, les culottes, puis la cravate. OK. Fait que ça fait pas de sens. Non, effectivement. Selon moi, ce n'est pas un bon témoignage et ça sonne plus comme quelqu'un qui voulait se débarrasser de quelqu'un. Oui. Mais là, le 24 juin 1869, Eugène Poitras est déclaré coupable du meurtre de Jean-Baptiste Ouellette. À cause de toute la preuve circonstancielle, très très circonstancielle. De lui qui supposément portait la chemise qui a aussi été retrouvée sur le cadavre. Ouais. Il est condamné à être pendu jusqu'à ce que mort s'en suive le 20 août suivant. Oh. À l'époque, le palais de justice de la Malbaie venait à peine d'être construit et jusqu'à présent, il y avait encore personne qui avait été condamné à être pendu. Ce qui est une bonne chose. Il n'y avait donc pas de bourreau à l'époque à la Malbaie. Alors c'est en vain que le shérif a tenté d'en recruter un dans la région.
parce que contrairement aux villes, les régions avaient un taux de criminalité assez bas et les gens craignaient pour la moralité de la Malbaie si quelqu'un devait commencer à travailler comme bourreau. Donc ils avaient peur que leur réputation allait en prendre un coup. S'il y avait un bourreau, ça voulait dire qu'il y avait des criminels à la Malbaie, puis les gens voulaient pas vraiment ça. Non, c'est vrai, je comprends ça. À court de ressources, c'est à Montréal que le shérif est parvenu à engager un bourreau professional. Yeah, Montréal! Yeah! On est toujours là pour aider les gens. On est toujours là pour vos besoins en bourreau. Yes! Par contre, il y a eu des complications. Le bourreau montréalais a demandé à être accompagné par un novice parce qu'il n'avait pas envie de voyager tout seul à la Malbaie. Ah! Il voulait un partner de voyage. Oui. C'est loin la Malbaie. En 1869. C'est loin s'il vous plaît. C'est loin en 2021, fait que en 1869, ça devait être interminable comme voyage. C'est un mal de derrière garanti à cheval. Le bourreau, il avait également des problèmes d'alcool. Oh non! Il avait le coude léger. Et ces problèmes d'alcool avaient considérablement affecté sa santé. Alors, arrivé à la Malbaie, le bourreau a subi ce qu'on a rapporté comme étant 6 attaques d'épilepsie. Et il semblait atteint d'un délire. Voyons donc! Ok. Je savais pas que tu peux tellement boire que tu peux te donner des crises d'épilepsie. Ouais. C'est toujours utile à savoir. Effectivement. C'est donc le novice qui a dû prendre la relève et procéder à sa toute première pendaison. Yeah! Promotion! Ton seigneur, il fait de l'épilepsie parce qu'il boit trop. C'est à ton tour de step up. Au moment de monter sur l'échafaud, Poitras a été pris de panique. Lui qui avait toujours clamé son innocence, a tout à coup admis sa culpabilité et a accepté de se confesser auprès du curé qui était présent. On lui a ensuite passé la corde autour du cou. Par contre, le bourreau novice n'y avait pas pris en compte la carrure de Poitras et la corde était beaucoup trop longue pour celui-ci. Alors quand la trappe s'est ouverte, Poitras est tombé et ses pieds ont touché le sol. Oh non! Ce qui a fait en sorte que la corde n'a pas pu l'étrangler. Le bourreau a donc fait remonter Poitras sur l'échafaud, ce qui a provoqué la fureur de la foule, parce que selon la loi de l'époque, si un condamné ne mourait pas sur le coup, c'était un signe de Dieu que la personne était non coupable et qu'il fallait la laisser partir. Ouais. Il n'y a pas une loi qui existe comme ça aussi? Ben. Comme aux États-Unis où il y a encore la peine de mort, que tu peux pas être exécuté 2 fois? Je pense que oui, que ben c'est pas pour les mêmes raisons, mais en effet. C'est pas parce qu'ils ont mal calculé la longueur de ta corde pour ta pendaison. Ben non, c'est ça, on est supposé de te laisser partir si ça ne fonctionne pas, parce que c'est une erreur du système. Donc, Mais là, le bourreau, qui était un novice, on peut dire que peut-être qu'il connaissait pas bien la loi, il a fait remonter Poitras sur l'échafaud, il a raccourci la corde, et la trappe s'est ouverte une deuxième fois, mais encore une fois, la corde est un petit peu trop longue. Alors, Poitras n'a toujours pas été pendu. Oh my Alors God. le bourreau a sauté en bas de l'échafaud pour embarquer sur les épaules de Poitras pour rajouter du poids jusqu'à ce que Poitras s'étouffe. Ben voyons donc! Ce qui est horrible. C'est terrible! C'est absolument dégueulasse, c'est pas supposé d'être comme ça. Et pour moi, une pendaison, c'est déjà tellement horrifiant que là, imagine ça en plus. C'est horrible. Mais là, c'est ça, c'est parce que je pense qu'il avait scrappé son éducation à l'école des bourreaux, là, parce que, si je ne m'abuse, le principe de la pendaison, c'est de te casser le cou, c'est pas de t'étrangler. Non, en effet. Non, c'est ça. Fait que c'est bien le fun que tu sautes sur ses épaules pour l'étrangler, mais c'était pas ça, c'est censé être rapide, le snap, là. Ouais, c'est le rappel qui est supposé de casser le cou. Oui. Puis là, Poitras faisait juste s'étrangler contre la corde, puis le gars a embarqué sur ses épaules jusqu'à ce qu'il est mort à bout de souffle et non d'un coup cassé. Et l'événement a tellement marqué la population que plus jamais on a pendu les criminels à la Malbaie. Ça a été trop traumatisant pour tout le monde. Ben oui, je comprends. Donc on a décidé que maintenant on ne faisait plus ça. C'est le seul pendu de l'histoire de la Malbaie, qu'on a d'ailleurs baptisé le pendu rependu. Et il y a même une chanson folklorique qui a été composée. Peut-être pis répète. Non. C'est pas la chanson de Peut-être pis répète? Non. C'est quoi? Peut-être pis répète, selon moi, c'est une meilleure chanson de nos chers Chicken Swell. Non, mais je ne connais pas l'air, mais ça va comme suit. Quand Poitras a été pendu, gigotait des pattes, gigotait des pattes. Quand Poitras a été pendu, gigotait des pattes, il n'en pouvait plus. Quand Poitras a été pendu, gigotait des pattes. C'est clairement ça. C'est clairement ça. S'il y a quelqu'un de la Malbaie qui nous écoute et qui a déjà entendu cette chanson-là, envoyez-nous un voice memo où est-ce que vous la chantez, ça va nous faire plaisir de l'entendre. C'est ça, on en veut des covers, là.
Ben, non. Puis vous, selon vous, comment ça sonne? Faites-nous des covers électroniques au ukulélé. Amusez-vous, on est en pandémie, on a juste ça à faire. On devrait donner ça à la Claire ensemble, ça. Faites-vous des petits beats de tam-tam. Oh! C'est comme ça que, malheureusement, s'est terminée cette saga. Entre-temps, Poitras avait écrit une lettre à sa femme où est-ce qu'il l'encourageait à ne plus voir ses amis, parce qu'il a dit que c'est à cause de ses amis qu'il s'est perdu dans ce monde. C'est pour ça qu'il a été tenté par une vie de crime. Alors il lui a écrit « Ma gentille petite femme, délaisse tes amis parce qu'ils vont juste te mener au crime. » Et la femme de Poitras n'a pas vraiment pris ses conseils et quelques mois plus tard, elle s'était remariée. Moi, je trouve que ce cas-là, ça démontre pourquoi la peine de mort, ce n'est pas une bonne idée. Non, c'est ça. Parce que les témoignages contre Eugène Poitras sont très, très, très circonstanciels. Et, je veux dire, oui, les preuves sont surtout pour le témoignage de sa fille, mais en même temps, on dirait qu'il y a peut-être aussi la possibilité que Poitras avait vraiment débarqué Ouellette et avait continué son périple tout seul. Puis Ouellette est juste mort tué par quelqu'un d'autre. C'est pas impossible. Non, Puis je pense qu'à l'époque, il y avait... Ça devait être une époque quand même assez rough aussi, parce que justement, t'as Monsieur Gagnon qui trouvait souvent des cadavres, apparemment. Oui. Donc, Germain. je veux dire, c'est pas impossible aussi que Poitras avait abandonné Ouellette sur une île et qu'il s'est dépêché de repartir avec ses effets, puis peut-être que Ouellette criait pour qu'il revienne. En effet. Il était comme débarque la barge, puis nage jusqu'à la rive, tu m'énerves! Exactement, puis aussi peut-être que Poitras il a dit oui, on va s'arrêter, pas de problème, puis dès qu'Ouellette a débarqué, il est juste parti en ramant vraiment très vite. Donc, selon moi... La nuit dans brume. Ouais. Oui, il y a des preuves accablantes, mais en même temps, on n'est pas sûr à 100%, puis pendre quelqu'un quand t'es pas sûr à 100%, mauvaise idée. Et je suis vraiment contente qu'au Canada, on a pu la peine de mort, parce que, honnêtement, dans ce cas-là, il manquait vraiment des morceaux, il y avait des choses qui étaient pas très claires. Donc, je trouve qu'on était un petit peu trop loin. Et je sais pas, je trouvais ça intéressant comme cas, justement, parce que c'était tellement juste des preuves circonstancielles, puis en même temps, il y avait quelque chose d'un petit peu étrange. On va aller voler un coffre-fort. Pourquoi tu sais qu'il y a un coffre-fort? Ouais. Comme, c'est quoi cette histoire-là? Donc, je trouvais ça intéressant comme cas. Et j'espère que les gens de la Malbaie vont avoir trouvé que j'ai fait un bon travail. Ben oui, moi je trouve que t'as fait un très bon travail, c'était très intéressant. Oh. Puis, tu sais, nous, on sait bien, à Un peu de crime, on aime beaucoup les beaux noms. Et moi, je veux juste dire pour l'anecdote que je viens de chercher Eugène Poitras sur Google et que sa femme s'appelait Exorée Dugas. Oui. Puis là, apparemment, sur le site de généalogie.ca, je pourrais suivre la généalogie de la famille de Eugène Poitras. Il y avait Léo Caddy aussi, j'ai pas checké avec qui elle s'était mariée. Mais oui, sa femme s'appelait Exorée. Oh mon Dieu. Ça. C'est comme un exode, mais... C'est un beau nom spécial. Fait que oui, merci beaucoup Audrey pour cette histoire old-timey crime dont on ne connaît pas vraiment les véritables conclusions parce qu'en effet c'était pas mal circonstanciel puis il aurait pu y arriver une petite patte. Ben oui. Mais on peut avoir envie de chanter Pète pis répète. Ou la chanson sur Poitras, dont on ne connaît pas l'air. Gigotait les pattes. Hey, c'est bon. Gigotait les pattes. Mais je sais pas, moi, en travaillant sur ce cas-là, ça m'a donné le goût d'écouter les premiers albums de Nick Cave. Puis là, je sais que Catherine, tu vas me dire, Audrey, quand est-ce que t'as pas envie d'écouter du Nick Cave? Et je vais te répondre, Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous pour écouter cette histoire de crime et de Nick Cave. Alors, on vous invite à nous écrire si vous avez des commentaires, si vous voulez nous conseiller des cas, vous pouvez nous rejoindre à l'adresse unpeudecrime@gmail.com. On attend vos covers de la chanson d'Eugène Poitras. On attend vos covers et votre appréciation et votre amour infini. Et aussi, si vous voulez envoyer des lettres de plainte, c'est aussi là que ça se fait. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, nous trouver sur Facebook et suivre notre page @unpeudecrime et sur Instagram @unpeudecrime dans ton café. Alors, exactement. Nous vous invitons à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et nous vous remercions d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour mettre un peu de crime dans votre café. Bye! Merci tout le monde, bye!
Hey, it's Paige from Giggly Squad. Real talk. If there's one store that I absolutely love walking around, it's Sephora. It's my total guilty pleasure. They have amazing brands that other people don't have, and I find something great every time I walk in. And there's literally one down the street from me, so I do that a lot. It's so fun to shop in the store and online, and the products are just too good. No regrets ever. For example, one of my favorite beauty brands is Makeup by Mario, who just launched his new lip gloss that I absolutely love. So the next time you're in the market for great beauty, shop all the hottest products and brands only at Sephora. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. I use Uber Eats for everything, and I feel like people forget that you can truly order anything, especially living in New York City. It's why I love it. You can get Chinese food at any time of night, but it's not just for food. I order from CVS all the time. I'm always ordering from the grocery store. If a friend stops over, I have to order champagne. I also have this thing that whenever I travel, if I'm ever in a hotel room, I never feel like I'm missing something because I'll just Uber Eats it. The amount of times I've had to Uber Eats hair items like hairspray, deodorant, you name it, I've ordered it on Uber Eats. You can get grocery, alcohol, everyday essentials in addition to restaurants and food you love. So in other words, get almost anything with Uber Eats. Order now. For alcohol, you must be legal drinking age. Please enjoy responsibly. Product availability varies by region. See app for details.